America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، فهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Maryam Abdou pour vous accompagner au micro. Le Hamas ne révélera pas pour l'instant le nom du chef de son bureau politique qui succédera au martyr Yahya Sinwar, mort au combat jeudi dernier à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. حين قررنا أن نخرج إلى هذه المسيرات قررنا أن نجعل من مهج أفئدتنا ومن مقل عيوننا من أجساد أطفالنا ونسائنا سدا يمنع حالة الانهيار في الواقع العربي، سدا يحول دون حالة الهرولة التي يهرول لها الكثيرون من العرب للتطبيع مع كيان الاحتلال الغاصب الذي يحتل قدسنا ويغتصب أرضنا ويدنس مقدساتنا ومارس على شعبنا القهر ليل نهار. Le choix du prochain chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas se fera lors de réunions secrètes tenues dans des capitales arabes non citées. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré durant une conférence de presse tenue avec le Premier ministre qatari et ministre des Affaires étrangères Mohammed Ben Abdulrahman Thani, une conférence tenue à Doha, que son pays étudiait diverses options pour parvenir à un résultat concernant un cessez-le-feu et le retour des prisonniers dans la bande de Gaza. Anthony Blinken a déclaré qu'il fallait transformer le succès de la guerre en succès stratégique. Maintenant, c'est le moment de les transformer en succès stratégique durable. Il ne reste plus que deux choses à faire. Ramener les otages à la maison et mettre la fin à la guerre en comprenant ce qui va suivre. Avec nous en ligne, Monsieur William Chabas, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes spécialiste du droit international public. Vous étiez en 2014 président de la commission d'enquête de l'ONU chargée d'enquêter sur les crimes de guerre commis à Gaza. Monsieur William Chabas, Mohamed Hadi, coordonnateur des opérations humanitaires à Gaza et coordinateur spécial adjoint pour le processus de paix au Moyen-Orient, a décrit le génocide dans la bande de Gaza comme des scènes dignes d'un film d'horreur hollywoodien, rajoutera-t-il. La communauté internationale, toutefois, réagit très peu ou pas suffisamment. Monsieur William Chabas. Évidemment, il y a des violations énormes et sans précédent du droit international, des crimes de guerre qui ont été commis. La réaction de ce qu'on appelle la communauté internationale, je n'aime pas tellement l'expression, mais la réaction aux Nations Unies a été, rapidement, Israël s'est isolé de ses amis, même s'il en reste. Un des développements les plus intéressants cette année, c'est le rôle de la Cour internationale de justice, qui a à plusieurs reprises maintenant, à 3 reprises, ordonné cesser le feu, d'autres mesures, cesser la propagande haineuse. Par la suite, dans son avis consultatif 19 juillet de cette année, la Cour a déclaré en effet que l'occupation est illégale et doit être terminée le plus rapidement possible. Donc, sur ce plan-là, il y a des développements importants, développements progressistes en droit international. La difficulté, évidemment, est avec la mise en œuvre de ces déclarations, de ces jugements. Ça, c'est la grande difficulté pour ça. Il faut non seulement l'accord de l'Assemblée générale des Nations unies, ce qu'on va trouver sans doute, mais également une intervention du Conseil de sécurité. Et là, on est confronté par le droit de veto des Américains. Ça, c'est l'obstacle. Et tout le monde sait que
tant que les Américains restent avec la position, leur point de vue actuel, il y a des limites à ce qu'on peut faire sur le plan international. Monsieur William Chabas, vous avez cité tout à l'heure la Cour internationale de justice. Le 20 mai dernier, Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, avait déposé une demande de mandat d'arrêt, notamment à l'encontre de Benjamin Netanyahou. L'échec de la Cour à délivrer des mandats est-il révélateur de quelque chose, d'un échec juridique ou judiciaire, Monsieur William Chabas? Je suis les activités de la Cour pénale internationale depuis sa création, et même avant, lorsque le statut de Rome était négocié. Donc, je connais bien les activités, je connais bien M. Khan et le personnel de la Cour. On était très déçus jusqu'au mois de mai par l'inactivité du procureur, dont l'intervention de la Cour dépend évidemment d'une décision du procureur, dans un premier temps, demander l'émission d'un mandat d'arrêt. Et il faisait rien, enfin, à ce qu'on pouvait voir depuis le début du conflit, et même bien avant, parce qu'il est saisi du dossier de la Palestine depuis le début de son mandat en 2021. Et il a fait preuve d'un manque d'intérêt pour le dossier pendant les premières années de son mandat. Il a mis l'accent, il a investi ses ressources, son personnel, ses activités dans la guerre en Ukraine. Bon, c'est une guerre qui est très désagréable pour les Ukrainiens, pour les gens de là-bas, mais il n'y a aucune comparaison. La situation en Ukraine avec la situation à Gaza. J'ai vu récemment, au total, le nombre d'enfants tués dans la guerre ukrainienne, on parle de 500. Depuis février 2022. Et puis, aux Palestine, à Gaza, on est maintenant rendu à 15 000 enfants. Et la population de Gaza, de 2 millions, 21 de la population ukrainienne, qui est autour de 40 millions. Donc, aucune comparaison. Et pourtant, le procureur de la Cour pénale internationale investit toutes ses ressources en Ukraine, parce que ça faisait l'affaire des pays occidentaux, européens, etc. Donc, sa décision, très publique d'ailleurs, et ça c'était extraordinaire. Normalement, la demande d'un mandat d'arrêt n'est pas quelque chose de public, mais il a rendu public en mai de cette année. Moi, j'étais parmi ceux qui étaient encouragés, parce que ça représentait quand même, enfin, une certaine prise de conscience de la situation en Gaza. Et maintenant, tout dépend de 3 juges de la chambre préliminaire de la Cour. C'est très long maintenant, on attend depuis plusieurs mois et on ne sait pas ce qui se passe. Mais ceci dit, je dois vous dire que pour la Cour pénale internationale, ce genre de délai n'est pas vraiment extraordinaire. Mais il est clair qu'au sein de la Cour pénale internationale, il y en a qui préfèrent ne pas intervenir en Israël. Est-ce que le blocage est politique? Est-ce qu'il vous semble que, dans ce cas de figure, la justice a été politisée? Écoutez, la justice internationale, c'est inhérent dans le système, la politique. C'est incontournable qu'il y a des éléments politiques ou politisés des décisions. C'est aussi le cas à la Cour internationale de justice. Ceci dit, comme c'est des institutions juridiques, des tribunaux, où il y a, disons, une attente plus élevée d'une certaine indépendance et impartialité en comparaison avec, par exemple, les organes politiques, comme l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme. Et donc, on s'attend et on le voit. On peut le voir dans les jugements et dans l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, où même les juges de l'Europe, les juges de l'Occident, la juge américaine, la juge australienne, le juge français, le juge allemand, ont voté contre Israël. Et donc, là, c'est des gens c'est une institution qui a fait preuve d'une certaine indépendance et impartialité. À la Cour pénale internationale, c'est le même problème, enfin, et tout dépend de là-bas. C'est beaucoup plus opaque, c'est beaucoup moins transparent. Au moins, à la Cour internationale de justice, un État, comme l'Afrique du Sud, peut intenter un recours devant la Cour. Les jugements sont publics. On n'a qu'un juge. On sait l'opinion de chacun des juges parce que c'est public. À la Cour pénale internationale, ça relève de la discrétion du procureur. C'est juste. Et là, on est pris avec un procureur dont les orientations politiques sont difficiles à saisir, sauf qu'on sait, par exemple, ces dernières années, depuis le début de son mandat en 2021, qu'il est plutôt aligné avec l'Occident, avec le Royaume-Uni, dont il est citoyen. C'est le Royaume-Uni qui a fait campagne pour qu'il soit élu procureur de la Cour internationale de justice. Et donc, son orientation, mais vous pouvez imaginer, il est assez bien aligné avec le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Et ça, c'est la difficulté. Et pour les juges,
Là, encore une fois, on ne sait pas. Les 2 des 3 juges sont des juges nouvellement élus, dont on ne sait pas exactement leur orientation et comment ça peut influencer leur décision. Il y a un juge français, il y a un juge roumain et puis une juge africaine qui est là depuis plusieurs années. C'est à eux maintenant de décider. Le droit, me semble-t-il, est clair, mais vous savez, les juges, dans ce contexte très politisé, parfois, il y a des surprises, il y a des jugements bizarres et on sait qu'au fond, c'est l'influence, enfin, c'est la politique. Une autre chose, c'est pas juste les orientations politiques des juges et du procureur, etc., mais aussi les services secrets israéliens ont essayé d'influencer le procureur. C'est juste. Ont essayé de corrompre. Et ils ont tout de même été jusqu'à le menacer, monsieur William Schabas. Tout à fait. Pensez-vous qu'ils sont arrêtés maintenant? Bien sûr, ça continue. C'est difficile à apprécier parce que ça se passe dans l'ombre et c'est des choses qui sont pas publiques, mais ça, on ne sait pas. Mais c'est sûr que c'est un adversaire de la justice et du peuple palestinien qui est prêt à tout faire pour non seulement gagner le conflit avec les forces palestiniennes, mais au fond, à mon avis, le résultat qu'il recherche, c'est soit l'expulsion des Palestiniens de Gaza et de la Cisjordanie, ou leur disparition physique, ce qui est absolument, qui correspond à la définition de génocide dans la Convention. C'est tout à fait ça, monsieur William Schabas. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste du droit international public. Dans le cadre onusien, vous êtes nommé le 11 août 2014 à la tête d'une commission chargée d'enquêter sur les crimes de guerre commis à Gaza pendant l'opération dite Opération Bordure Protectrice. Monsieur William Schabas, le Wall Street Journal rapporte, citant le mouvement dit israélien de colonisation appelé Nahala, que 700 familles se sont inscrites pour vivre dans 6 colonies potentielles à Gaza. Le mouvement des implantations a ajouté qu'il espère que la construction des colonies à Gaza commencera d'ici 1 an, affirmant, et là je cite, « Nous remplirons les zones libérées de Gaza ». C'est une déclaration aujourd'hui toute ouverte qui ne met pas les formes comme cela était précédemment. Ça dénote de quoi précisément, monsieur William Schabas? Ça confirme, enfin, les ambitions d'Israël, de l'État d'Israël et de son gouvernement d'élargir le territoire d'Israël, d'annexer Gaza et d'annexer la Cisjordanie, c'est clair. Actuellement, il y a des extrémistes qui ont pris le gouvernement, qui ont des projets, et c'est des projets de colonisation. Leur difficulté, évidemment, que si les frontières d'Israël sont élargies par l'annexation de la Cisjordanie et de Gaza, vous avez une majorité palestinienne dans le territoire. Les Palestiniens font la majorité de ce territoire. Et là, pour réussir avec cette ambition, il faut que les Arabes palestiniens disparaissent. C'est ça. Et leur souhait, c'est qu'ils quittent le pays, mais c'est impossible parce que les frontières sont fermées. Mais aussi les Palestiniens, et là, on les respecte beaucoup, ils sont têtus, ils refusent de quitter leur pays. Il y en a sans doute qui trouvent la vie est invivable pour eux. Et l'avenir est sombre, mais c'est un peuple courageux qui va pas quitter. C'est mon impression. Mais ça laisse Israël avec peu de choix, sauf que de les détruire, ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que l'occupation aurait pu arriver à cela, à faire de telles déclarations, si elle n'avait pas de soutien nécessaire? Je vous pose la question car Smotrich, l'idéologue de Benjamin Netanyahou, est annoncé à Paris le 13 novembre prochain. Si les portes des différentes capitales occidentales n'étaient pas ouvertes, est-ce que ces derniers auraient abouti à cela? C'est clair. Je dirais le niveau de soutien fluctue et varie certainement. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne sont presque sur la même longueur d'onde que les Américains. La France envoie des signaux un peu ambigus parfois. Et vous avez des États européens comme l'Espagne, comme l'Irlande, comme la Norvège qui ont pris parti pour les Palestiniens, semble-t-il. Donc, c'est une Europe qui est quand même divisée, mais les pays les plus importants sont fidèles à leur soutien, leur appui d'Israël, y compris la France. Ceci dit, il faut pas oublier que la Cour internationale de justice a déjà
déclaré, mais presque à l'unanimité, que l'occupation est illégale. Donc l'idée d'élargir les frontières d'Israël va carrément à l'encontre de la vie de la Cour. Ça complique la vie, je dirais, peut-être pas pour les États-Unis, qui sont absolument indifférents et croient qu'ils peuvent tout faire dans le monde, mais d'autres pays, type moins grands notamment, comme le Canada, comme les Pays-Bas, Belgique, etc., pour eux, ils sont très attachés à la Cour internationale de justice parce que ça fait partie de leur vision d'un ordre mondial acceptable et où ces pays moins puissants que des superpuissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou des pays moins importants, disons, sont protégés. Donc, ils vont pas, pour eux, d'aller complètement contre l'avis de la Cour internationale de justice est aussi extrêmement difficile. La justice, ça prend du temps. C'est comme le révérend Martin Luther King a dit, l'arche morale de l'univers est longue, mais la tendance vers la justice, espérons que ça sera pas trop long et que ce qu'on voit d'ailleurs chez les Palestiniens, c'est un peu comme ça fait penser pour des gens plus âgés comme moi à l'Afrique du Sud. C'est ça. Et Absolument. la lutte contre l'apartheid, mais il faut être patient. Le monde n'est plus ce qu'il était, Monsieur William Schabas. Avant, il y avait sans doute des alliances, des dirigeants suffisamment courageux pour tenir tête. Vous parliez tantôt de l'Occident, l'on peut également parler de dirigeants du monde arabe qui parlent à demi-mot, qui dénoncent à demi-mot quand ces derniers le font. Monsieur William Schabas, des écoles sont bombardées, des hôpitaux incendiés, des corps calcinés, des chiquetés jonchent les rues, l'enfer déclenché à Jabalia tout récemment s'inscrit dans une stratégie génocidaire. La famine dévore les corps des Razaouis dans un silence total et à la limite assourdissant. Le ministre de la Santé à Reza, ou du moins ce qu'il en reste, précise son communiqué, appelle le monde qui n'a pas réussi à fournir protection, nourriture et médicaments au peuple palestinien à envoyer des linceuls aux martyrs. Est-ce que vous auriez un jour pensé assister à ce que nous assistons aujourd'hui à Gaza, Monsieur William Schabas? Non, vous me posez la question, pas vraiment. Mais en effet, cette tragédie de la Palestine qui existe depuis, ça dépend, ça existe depuis les premières promesses de l'autodétermination en 1919 à la conférence de paix, lorsqu'on a confié le mandat sur la Palestine au Royaume-Uni. L'idée, on envisageait l'indépendance de la Palestine comme l'indépendance du Liban, de la Syrie, etc. Mais les Palestiniens, 105 ans après la conférence de paix de Paris, attendent toujours pour leur droit à la détermination. Le problème, au fond, c'est qu'Israël est un peu comme un chien enragé, mais qui travaille pour les États-Unis. Voilà. Mais comme vous l'avez signalé tout à l'heure, oui. Une grande déception, c'est que les pays qui devraient être le soutien le plus fort des Palestiniens, je parle des pays arabes, des voisins de la Palestine, n'ont pas fait grand-chose, malheureusement. Auriez-vous cru un jour que la communauté internationale, avec ses beaux slogans, aurait accepté de laisser faire tant de barbarie? Ce sera ma dernière question, Monsieur William Schabas. Quand je dis communauté internationale, c'est tout ce qui va avec, le droit, la morale, la conscience humaine, tout le reste, tout ce qui va avec, Monsieur William Schabas. Écoutez, j'ai commencé l'entrevue avec des observations, je dirais, relativement positives concernant la Cour internationale de justice. Franchement, moi, qui est juriste spécialisé en droit international, j'aurais jamais imaginé que la Cour internationale déclarait que l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie était contraire au droit international et devrait terminer le plus rapidement possible. Là, j'étais étonné par cette décision de la Cour. C'est tout à fait correct en droit, mais c'est une Cour qui n'avait pas une très grande réputation pour trancher des grandes questions politiques comme elle vient de faire. Donc, ça, c'est un élément positif. Monsieur William Schabas, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci beaucoup. William Schabas est spécialiste du droit international public. Il a été dans le cadre onusien nommé le 11 août 2014 à la tête d'une commission chargée d'enquêter sur les crimes de guerre commis à Gaza pendant l'opération dite Bordure protectrice.
Dans un récent et dangereux développement, une demande vient d'être adressée au Parlement marocain afin que soit accordée la nationalité du royaume à tous les juifs descendants de citoyens juifs d'origine marocaine vivant en Palestine occupée. Une démarche qui pourrait permettre à des colons et à des enrôlés sionistes impliqués dans le génocide des Palestiniens à travers l'obtention d'un passeport marocain d'avoir accès à des pays arabes notamment qui n'ont pas ou qui refusent d'avoir des liens avec l'entité. Dans une déclaration publique et au ton solennel, Bourreta précisait que chaque Israélien, a-t-il dit, a des origines marocaines, rajoutant « ce n'est pas une blague, c'est une réalité », un aveu tenu en présence d'Anthony Blinken, qui ne demandait pas autant. You are saying here that maybe every Israeli has in his family someone with Moroccan blood. It's not only a joke, it's a reality. Avec nous en ligne, à partir de Madrid, Monsieur Carlos Ruiz Miguel, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes académicien, expert en droit international et en droit constitutionnel, directeur du Centre d'études sur le Sahara occidental. Monsieur Carlos Ruiz Miguel, quel pourrait être l'impact de cette initiative ? Oui, cette initiative sur la nationalité seulement peut profiter les Israéliens pour voyager dans des pays arabes parce que dans les autres pays, le passeport israélien ne pose pas aucun problème. Seulement une initiative pour faciliter les voyages des Israéliens dans certains pays arabes. Ça va faciliter beaucoup les espions du service secret israélien, c'est clair. Parce que l'agent du service secret israélien pourrait s'introduire dans certains pays avec une grande facilité pour mettre en œuvre ces réseaux d'espionnage ou éventuellement les sabotages, des actions de sabotage ou d'autres actions d'espionnage ou même terrorisme. Mais oui, c'est vrai que le soutien d'Israël est important d'un point de vue militaire et dans d'autres domaines, mais à ce moment, par exemple, même si Israël a fourni des drones au Maroc, on a vu dans la guerre de Gaza, dans la guerre du Liban, que les armes les plus sophistiquées, les plus importantes que Israël a employées dans la guerre sont des armes qu'Israël n'a pas fournies au Maroc à ce moment. Donc, c'est un soutien, à mon avis, s'explique pour des facteurs différents, notamment pour faire pression contre l'Espagne et contre l'Algérie. Donc, le Maroc est devenu un pion pour Israël dans sa politique, on pourrait dire, de vengeance contre l'Espagne et l'Algérie. Monnayant le Sahara occidental, bien sûr. Oui, avec le Sahara occidental, le problème, c'est que l'intérêt d'Israël dans le Sahara occidental pourrait être un intérêt plutôt économique, mais après les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, les produits du Sahara occidental vont trouver des obstacles pour sa commercialisation dans l'Europe, qui est le marché numéro 1 dans la région. Donc, un éventuel intérêt économique après ces arrêts de la Cour de justice européenne a été en quelque sorte nuancé. Rappelons pour nos auditeurs que la Cour de justice européenne a rendu son jugement en invalidant les accords commerciaux de pêche et d'agriculture avec le Maroc. Oui, bien sûr, parce que à ce moment, les produits d'origine du Sahara occidental pourraient être commercialisés en Europe seulement en disant qu'ils ont des produits du Sahara occidental et non pas du Maroc. En plus que pour avoir des avantages commerciaux, il faut signer un nouveau accord entre le Maroc et l'Union européenne où le Maroc doit remplir des très strictes conditions si le Maroc veut inclure le Sahara occidental dans cet éventuel accord. C'est pour ça que je dis que l'intérêt économique pour Israël
d'Israël du Sahara occidental après les arrêts de la Cour de justice n'est pas aussi relevant qu'avant. Quand le Maroc nomme les pays qui soutiennent son plan, le Maroc omet toujours Israël. C'est comme si le Maroc a une certaine honte d'avoir cet appui. Mais en tout cas, c'est vrai que Israël soutient le Maroc, mais à ce moment, l'appui d'Israël, notamment, c'est un appui qui peut avoir des conséquences négatives, même pour le Maroc, au vu de ce qui se passe à la Palestine, à Gaza et au Liban. Donc, même un soutien qui, d'un point de vue militaire, est très important, comme celui d'Israël, c'est un soutien qui, maintenant, a un coût très fort pour le Maroc, au point que le Maroc cache publiquement qu'Israël est un de ses soutiens. Monsieur Carlos Ruiz Miguel, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU à huis clos. Comment réagissez-vous à ces dernières déclarations, en tout cas à ce qui a fuité et rapporté par la presse? Parmi les idées proposées par M. de Mistura, en plus de la partition, il parlait que la proposition du Maroc d'une soi-disant autonomie dans le territoire, que le plan qui a été présenté en 2007 manque beaucoup de détails très importants. Et c'est pour ça que M. de Mistura considère que ce n'est pas possible une discussion sur ce plan s'il n'y a pas une explication, un développement des détails sur le dit plan. Encore, il dit que les pays qui ont soutenu cette initiative ont peut-être fait un appui imprudent lorsque ces pays ne connaissent pas, comme d'ailleurs les Nations Unies, le Front Polisario, les détails sur le plan. Donc, il demande au Maroc d'introduire des explications pour voir si vraiment cette prétendue solution d'autonomie est viable ou acceptable pour le peuple du Sahara occidental. Monsieur Carlos Ruiz Miguel, comment jugez-vous la démarche de de Mistura? Oui, la démarche de Mistura, à mon avis, a été une démarche très intelligente qui a mis fin à, on pourrait dire, une cavale de la diplomatie marocaine sur le soi-disant plan d'autonomie. Parce que, d'abord, comme j'ai dit, de Mistura a souligné que le plan marocain, tel qu'il existe à ce moment, tel qu'il a été présenté, manque des points très importants qui doivent être clarifiés. Donc, à ce moment, le plan ne peut pas être qualifié comme un plan sérieux, crédible, parce que il y a certaines défaillances qui doivent être corrigées. Et encore, ce qui est plus important, à mon avis, c'est que M. de Mistura a introduit une nouvelle donne dans le débat, celle de la partition, qui n'est pas nouvelle tout à fait parce que, comme lui-même a rappelé, cette proposition avait été proposée par James Baker, mais a été introduite dans le débat comme une solution qui, comme dit-il, mérite d'être discutée. C'est une proposition qui a été rejetée. Comment l'expliquez-vous? Oui, de Mistura lui-même, qui dans son rapport dit que tous les deux partis ont rejeté sa proposition de partition. Mais je pense que, c'est mon avis, bien sûr, ce n'est pas une idée que j'ai reçue de pas de sources, que les deux partis, y compris donc le Front Polisario, ne veulent pas faire le premier geste en faveur de cette initiative. Donc, je pense que c'est plutôt
un mouvement tactique. Monsieur Carlos Ruiz Miguel, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Carlos Ruiz Miguel est académicien, expert en droit international et en droit constitutionnel, directeur du Centre d'études sur le Sahara occidental, et il était avec nous à partir de Madrid. Notre relation avec le Maroc a débuté dans les années 60. Ceci est un exemple du rôle central que nous avons joué. Je suis le premier Israélien à m'être assis avec le roi Hassan II. La politique expansionniste de cet État artificiel qualifié d'Israël n'est en effet pas une découverte, une démarche faite de reconnaissance et de normalisation contrainte. En quête de brèche, cette entité s'y engouffre, armes et bagages, aussitôt celle-ci trouvée. Tantôt au nom d'une incertaine raison humanitaire, tantôt en guise de partenariat économique et sécuritaire. C'est ainsi que sous des pressions exercées par des puissances occidentales, l'ancien président mauritanien Mouawiya Ould Sidi Ahmed Ould Taya établissait en 1999 ce qui a été qualifié alors de liaison dangereuse. Au moment de leur établissement, ces relations ont été contestées et sévèrement critiquées par toute la classe politique pour le non-sens qu'elles constituaient. Lors du coup de force de 2003, un nombre d'officiers ayant participé avoueront plus tard avoir été motivés par la honte que représentait à leurs yeux la présence d'une ambassade d'Israël à Nouakchott. Et c'est en janvier 2009, lors de l'offensive sioniste contre la bande de Reza, c'est en janvier 2009 qu'au cours du sommet arabe de Doha, que le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz proclame le gel des relations avec Israël, une démarche saluée par la classe politique et soutenue par la population qui sans cesse se mobilisait pour dénoncer les agressions contre les populations civiles palestiniennes. Nous, en Mauritanie, nous avons décidé de soutenir le peuple palestinien, un peuple martyrisé pour des raisons que la communauté internationale continue à cacher, et de dénoncer toutes les attitudes qui ont été prises à son encontre par l'État sioniste. Depuis plusieurs décennies, la carte de la technicité liée au sécuritaire est mise en avant par cette entité pour remporter des marchés sur le continent. Dans sa livraison d'avril 2016, Intelligence Online rapporte que certaines compagnies de sécurité et de renseignement se sont largement focalisées sur l'Afrique. C'est le cas du Maer, groupe dont le fondateur, Shaim Maer, a beaucoup investi dans les services liés aux télécommunications et au renseignement, avec l'ouverture de filiales en RDC en 2006, en Tanzanie en 2007, en Zambie en 2014 et au Kenya en 2016. La plus emblématique des relations sécuritaires en la matière est probablement celle établie avec le Cameroun. Les services de renseignement sionistes, selon une étude du Crisis Group, ont pris en main dès le début des années 90 la surveillance électronique des palais d'Etoudi et de Nouveau-Méka où vivait le président Paul Biya. Toutefois, il est important de rappeler que durant ses mandats, Benyamin Netanyahou, et en dépit d'efforts colossaux, n'a pas réussi à donner du contenu à une relation qu'il a voulu construire avec l'Afrique. Un continent qui, dira-t-il, a le vent en poupe. L'Afrique est un continent qui a le vent en poupe. Israël a hâte de renforcer ses liens avec tous ces pays. Et je suis fier d'être le premier chef de gouvernement israélien en plus de 20 ans à venir en Afrique subsaharienne. Fin 2020, des informations faisaient état de la mise en place par Benyamin Netanyahou d'une cellule chargée de sillonner le Sahel. Cette cellule serait dirigée par un certain Maoz. Ce dernier, ancien de Shin Bet, fut un agent et recruteur pendant 20 ans, notamment à Reza. Maoz est entré dans la diplomatie secrète par l'intermédiaire de Meir Ben Shabbat, le chef du Conseil national de sécurité de l'entité sioniste. L'objectif étant de coordonner en toute discrétion les relations avec un certain nombre d'États, une démarche par ailleurs pas nouvelle. À cet effet, des anciens agents du Mossad expliquent dans un document diffusé par une chaîne de télévision comment leur relation a débuté avec le Maroc et quels en étaient les objectifs. Notre relation avec le Maroc a débuté dans les années 60. Ceci est un exemple du rôle central que nous avons joué. Je suis le premier Israélien à m'être assis avec le roi Hassan II. C'est moi qui ai établi le contact entre le Maroc et Israël.
אני חושב שאני הישראלי הראשון בין מרוקו לישראל. Ben Barka était un opposant marocain et à cette époque, le Mossad avait réussi à construire de fortes relations avec les services de renseignement de mon pays. Et à un moment donné, ils ont décidé de l'assassiner. Le but de cette coopération, quand vous établissez des liens avec un État membre de la Ligue arabe, cet État peut abriter parfois des sommets et des négociations. Cette relation est formidable. Et c'est en effet là que réside l'essentiel, une alliance sécuritaire avec un allié au sein de la Ligue arabe. En septembre 1965, Hassan II accueille une réunion secrète des dirigeants arabes destinée à évaluer leurs capacités militaires. Le roi du Maroc enregistre les échanges au profit du Mossad. Sur la base de ces renseignements, l'ennemi lance une attaque qualifiée de préventive le 5 juin 1967 contre les aérodromes égyptiens. La quasi-totalité des avions est détruite au sol. Le journaliste Roden Bergman révèle qu'à titre de revanche, le Mossad était à la manœuvre dans l'assassinat de Mehdi Ben Barka. Le service de renseignement du Maroc a rendu un service énorme aux Israéliens en donnant au Mossad la capacité d'écouter les conversations les plus secrètes des dirigeants arabes. Et alors, il a donné quelque chose. Il voulait quelque chose en échange. Dans le monde du renseignement, il n'y a pas de repas gratuit. Et les Marocains ont dit Oufkir, Dlimi, disent au Mossad, vous savez éliminer? Eh ben voilà, aidez-nous à éliminer Ben Barka. Et le Mossad leur a permis de retrouver Ben Barka, de l'amener à Paris. Et c'est ainsi que les intérêts économiques sont venus renforcer le sécuritaire. Entre 2014 et 2017, les échanges bilatéraux ont dépassé 149 millions de dollars, faisant du Maroc le 4e partenaire africain d'Israël en matière d'importation et le 9e en matière d'exportation. Dans la foulée, Amir Ohana, le ministre de Netanyahou à la sécurité intérieure, déclarait que Rabat a rejoint le groupe de pays qui conduisent des exercices militaires avec l'armée d'occupation. Le 29 janvier 2020, le président Donald Trump dévoilait son plan de paix pour le Proche-Orient qui satisfait toutes les demandes israéliennes. Sa Majesté a annoncé au président que le Maroc prendra des mesures concrètes pour reprendre une relation avec Israël sur plusieurs niveaux. Je tiens également à remercier le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, d'avoir pris cette décision historique de ramener une paix historique entre nous. Lancé en 2022, le panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel a présenté à Addis Abeba ce 21 octobre son rapport. Le panel a entrepris une évaluation stratégique, inclusive et participative, comprenant des consultations politiques approfondies, plusieurs forums thématiques régionaux et des missions techniques sur le terrain, effectuées par une équipe de 10 experts africains. Avec nous en ligne, Madame Leïla Zerougui, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes membre de ce panel, du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Madame Leïla Zerougui, je le disais à l'instant, le panel a déposé son rapport ce 21 octobre à Addis Abeba. On a pu présenter le résumé du rapport avec bien évidemment la présentation orale du président du panel, au secrétaire général des Nations Unies qui était à Addis. Je viens de rentrer, je suis rentrée hier soir très tard,
et le président de la Commission africaine, Moussa Faki, chacun avec son équipe, tout le monde était là. Et la représentation, bien sûr, aussi, le président de la CEDEAO et les membres de cette organisation. Donc, on a fait la présentation le 21. Bien évidemment, on n'a pas voulu finaliser le rapport avant de présenter son résumé et les orientations et les objectifs pour nous assurer que s'il y a des corrections à faire, après avoir entendu ceux qui nous ont demandé de préparer ce rapport, l'accueil était très chaleureux, ils étaient très satisfaits de la méthodologie, les points qu'on a identifiés et comment on a proposé. Ils attendent bien sûr le rapport qu'on va essayer de présenter au plus tard au sommet de l'Union africaine en février. Le panel avait pour mission de procéder à une évaluation stratégique, sécurité et développement au Sahel dès le début de sa mission. Et là, je me réfère au résumé que vous avez établi. Le panel a estimé que les solutions à ces défis sont plus politiques que techniques. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas régler des problèmes qui se sont structurés pendant des décennies dans des pays, parce qu'avant, quand on parlait du Sahel, on parlait de façon transversale, c'est-à-dire d'est en ouest. Les pays qui sont pour la plupart enclavés avec le Sénégal à l'ouest et le Soudan à l'est. Et tout le reste, c'est des pays enclavés, pris entre le nord, le Sahara et les pays maghrébins, particulièrement l'Algérie, la Mauritanie et la Libye, et puis les pays du Golfe de Guinée, comme on dit. Donc, à partir de ça, quand on a fait l'évaluation, le pourquoi les crises continuent, le pourquoi on n'arrive pas, les solutions qui ont été préconisées n'ont pas abouti, quels sont les problèmes, on a considéré que les vrais problèmes sont politiques. Bien évidemment, une fois qu'on règle les problèmes politiques, il faut une technique pour mettre en œuvre, mais on ne peut pas uniquement se contenter de solutions techniques parce que les problèmes sont structurés à l'intérieur de situations qui perdurent. Vous avez la pauvreté qui affecte ces pays, vous avez l'enclavement, vous avez les coups d'État depuis l'indépendance. On a eu des coups d'État dans ces pays parce qu'il n'y a pas satisfaction. Il y a le terrorisme, il y a des problèmes énormes si on ajoute à tout ça le fait qu'il y a aussi la pauvreté, le fait qu'il n'y a pas accès à l'éducation. Donc vous avez pour les femmes le mariage précoce, un taux de croissance très élevé démographique. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas régler techniquement. Il faut des politiques orientées en identifiant les problèmes, les politiques prises pour justement prendre en charge ces problèmes. Et après, bien évidemment, il faut mettre en œuvre des politiques qui seront techniquement efficaces. Il est précisé justement, Madame Leïla Zerougui, dans le résumé du rapport que vous venez de présenter, que le Sahel géopolitique connaît une crise complexe et multidimensionnelle depuis une décennie. Les consultations politiques que vous avez menées ont abouti à quel résultat précisément, Madame Leïla Zerougui ? On a fait un travail de fond qui a duré pratiquement 2 ans. Nous avons visité pratiquement tous les pays du Sahel parce que nous, comme j'ai dit, on ne s'est pas arrêté au Sahel géographique, mais on a identifié 18 États. 13 pays de la CEDEAO et puis on a exclu la Libéria parce qu'ils ne sont pas concernés par ces problèmes. Donc 13 pays de la CEDEAO sur 15. On a ajouté 2 pays de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Tchad et le Cameroun, à cause de Boko Haram dans le lac Tchad. Et on a ajouté 3 pays du Maghreb qui ont des frontières avec le Sahel, l'Algérie, la Libye et la Mauritanie. Donc en tout, il y a 18 pays. Donc, on a été dans ces pays, on a rencontré les chefs d'État. Par exemple, en Algérie, le président de la République a reçu le président du panel. Nous avons eu des réunions avec nos militaires, avec les affaires étrangères, avec l'Institut de hautes études stratégiques. Donc, on a essayé de comprendre des institutions, soit ceux qui font de la réflexion, ceux qui ont la mise en œuvre au niveau sécuritaire, au niveau des relations internationales et la décision politique au plus haut niveau. Et on a fait la même chose partout où on est parti. On a aussi rencontré les gens qui nous ont mandatés, c'est-à-dire les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO. On a fait
tout ce travail et on a aussi identifié des personnes ressources qui viennent de ces pays. Alors à ce propos, vous aviez indiqué, Madame Leïla Zerougui, que les partenaires, en parlant de l'ONU, de l'Union européenne, je présume, n'ont pas la même définition du Sahel. C'est pour ça qu'on a revu, parce que les définitions qui ont été faites, souvent c'est des définitions par rapport à l'intérêt qu'un pays qui veut, par exemple le G5 Sahel a été créé avec la France qui a soutenu le G5 Sahel, qui voulait le mettre pour qu'il soit financé par les Nations Unies, ça n'a pas marché. Il y a eu par exemple les Allemands, les Européens, il y a eu beaucoup de pays qui sont venus s'intéresser à une partie, c'est-à-dire la partie géographique. Oui. Nous, ce qu'on dit aux gens, ce qu'on dit dans ce rapport, il faut que ce soit une stratégie en tenant compte de l'influence de chaque partie. On a dit que c'est un Sahel géostratégique et pas seulement géographique. Avec des pays qui sont pivots, des pays qui ont, par exemple, parce que dans notre analyse, on prend le terrorisme, on prend le financement, qui manque et qui ne permet pas d'avancer dans le développement. On prend les problèmes qui concernent le développement. Et donc, dans chaque domaine, on examine dans la sécurité, on examine qu'est-ce qui a été fait et pourquoi ça n'a pas marché. Dans le développement, pourquoi ça n'a pas marché. Dans le financement, et on décortique et on démontre que c'est parce que, justement, il n'y a pas une volonté de renforcer les capacités nationales. Donc, il faut compter d'abord sur soi pour développer son armée, pour la déployer sur tous les territoires de chaque pays, pour avoir une stratégie de protection et de prise en charge des problèmes sécuritaires, de mouvement de population, de développement au niveau frontalier, par exemple. Oui. C'est très important parce que vous avez, les frontières ne sont pas des frontières qui séparent des populations différentes. Souvent, des deux côtés de la frontière, vous avez le même peuple. Absolument. Absolument. Après, vous avez aussi les mouvements de ces populations parce qu'ils sont nomades, parce que nous sommes dans le désert, parce qu'ils font de l'élevage et ils se déplacent. Il y a aussi le fait que les autorités ne sont pas présentes dans ces zones. Et donc, les groupes armés, c'est facile pour eux de s'incruster. Et en plus, il y a des richesses. Donc, dans la mesure où il y a des richesses, les gens, ils ont de quoi s'alimenter. L'exploitation artisanale de l'or, les enlèvements et le rançon, le fait de prendre en otage les populations et les obliger à prendre en charge les groupes armés, tout ça a été identifié et on a dit, voilà comment il faut travailler, avoir cette vision du panel stratégique et pas seulement géopolitique et pas seulement géographique, identifier des pays qui sont pivots. Par exemple, nous, on a pensé à 2 pays pivots, l'Algérie et le Nigeria. Sur la base de quels paramètres, Madame Leïla Zerougui? Justement, je vais parler. Pourquoi ces 2 pays? D'abord, c'est des grands pays et c'est des pays qui ont été confrontés au terrorisme. L'Algérie dans les années 90 et le Nigeria avec Boko Haram. Et les 2 pays ont réussi à vaincre ces terroristes. Le Nigeria parce qu'il a financé la force multilatérale qui a été créée par l'Union africaine et a mis à sa disposition les moyens aussi militaires et sécuritaires avec le Tchad et le Cameroun. Et ils ont pu vraiment, parce que le Boko Haram aujourd'hui est vaincu, on ne peut pas dire qu'il constitue une menace extrêmement grave comme les groupes armés qui sont au Mali ou qui sont dans la zone des frontières entre le Burkina, le Niger ou le Mali. Absolument. Ou bien quand on parle du Tchad avec ce qui arrive au Soudan et tout ça. Donc ces 2 pays, ils ont des moyens. C'est quand même des pays émergents dans l'Afrique et ils ont aussi des choses à proposer comme solution, que ce soit pour l'intégration des populations minoritaires, par exemple les minorités, comment vous avez travaillé, on me pose toujours la question comment vous avez fait et j'explique, je dis voilà ce que nous avons fait, comment on a intégré nos Touaregs, comment on les a stabilisés, on les a sédentarisés à travers l'école. L'école est gratuite, les enfants vont à l'école et petit à petit, les gens se sont insérés et puis la présence de l'État dans tout espace national. La même chose pour le Nigeria et en plus, c'est des pays qui ont aussi des moyens et qui peuvent aider le Sahel, l'Algérie pour le nord et le Nigeria pour le sud. Donc, c'est comme ça qu'on a choisi ces 2 pays parce qu'on veut démontrer qu'il ne faut pas s'attendre juste que les autres vont venir avec l'aide au développement. On a démontré
que 80% de l'aide au développement, elle retourne dans les pays qui les donnent. Absolument. Madame Leïla Zerougui, vous parliez à l'instant de sécurité, de questions à caractère sécuritaire. Le Sahel devient de plus en plus une menace manifeste. Expliquez-vous dans votre rapport pour la paix et la sécurité internationale. Vous évoquiez également les richesses dont disposent certains pays. Ce sont des richesses qui sont objets à convoitise, Madame Leïla Zerougui. Des puissances étrangères convoitent ces richesses et interviennent de manière plutôt délibérée dans des affaires intérieures des États. Je parle d'ingérence. Absolument, nous avons parlé de tout ça, mais les gens, ils s'ingèrent parce que vous êtes faibles. C'est pour ça qu'il faut que vous vous renforcez. Il faut que vous intégrez vos populations. Il faut que vous développez les infrastructures de base. Beaucoup de pays n'ont pas de route. Les gens n'ont pas accès à la capitale quand ils ont un problème. Les militaires ne peuvent pas être déployés dans des zones très éloignées. S'assurer aussi de veiller à ce qu'ils ne commettent pas des violations contre les populations et après les populations deviennent contre eux. Absolument. Et ils se mettent avec les groupes armés. Donc, on a aussi recommandé de ne pas se baser sur des milices, sur des gens qu'on recrute comme ça. Il faut renforcer les armées nationales. Il faut veiller à ce qu'elles soient en harmonie avec les populations, qu'elles comprennent que quand elles partent pour défendre le territoire, il est habité par des populations qu'il faut protéger. Madame Leïla Zerougui, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci. Merci à vous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous ce que nous essayons de faire admettre aux États. Leïla Zerougui est membre du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Ont participé à ce programme Leïla Zerougui, magistrate et diplomate algérienne, membre du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Carlos Ruiz Miguel, académicien expert en droit international et en droit constitutionnel, directeur du Centre d'études sur le Sahara occidental. William Chabas, spécialiste du droit international public, anciennement président d'une commission de l'ONU chargée d'enquêter sur les crimes de guerre commis à Gaza en 2014. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.